Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous des opinions, l'actualité vue par la culture. Une interview exclusive de Lilian Thuram. Nous évoquons sa fondation éponyme pour l'égalité contre le racisme, suivi du décryptage politique football et engagement citoyen avec les esprits critiques Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Ce soir, je vous propose une interview enregistrée il y a quelques jours avec le footballeur, champion du monde et champion d'Europe, Lilian Thuram. Avec sa fondation, il lutte notamment contre le racisme. Ce fut l'un des thèmes abordés lors de nos échanges. Bonsoir Lilian Thuram. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Convié par l'association Altaledia dans le cadre de vos actions jeunesse, des actions jeunesse de votre fondation, vous avez rencontré il y a quelques jours des élèves, des collégiens de Propriano et de Lévis et vous avez évoqué des sujets liés au racisme notamment. Est-ce par ce dialogue intergénérationnel, en confrontant nos histoires personnelles, Lilian Thuram, que les barrières des discriminations tomberont ? Tout d'abord, moi je crois beaucoup à l'éducation des adultes vers les enfants. C'est-à-dire effectivement leur raconter l'histoire, comment ça s'est passé, sa propre histoire. Je pense qu'effectivement, si chaque parent prenait le temps de raconter leur propre histoire à leurs enfants, je pense qu'ils seraient plus adaptés à la société. Et donc aborder ces sujets comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, les problématiques liées à la religion, je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer les enfants pour changer de société, pour rendre la société meilleure. C'est ce qui a guidé la création de votre fondation, ce désir d'aller au contact d'élèves, de plus jeunes, pour évoquer toutes ces questions de discrimination et de racisme. En fait, c'est pour essayer de leur faire comprendre que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est pas quelque chose de naturel. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait. Ils se disent que bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'essaie de leur dire, voilà, nous sommes le fruit d'une histoire. Nous sommes le fruit d'une histoire où il y a eu des hiérarchies. Et ces hiérarchies, par exemple, c'est la hiérarchie des hommes sur les femmes. Depuis des siècles, on a expliqué que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Donc, il faut le comprendre pour justement la déconstruire. Expliquer que, par exemple, il n'y a pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Et expliquer que, malheureusement, les hommes sont enfermés dans une domination, parfois inconsciente. Et qu'il faut discuter de cette domination parce que, en règle générale, la domination finit par de la violence. Voilà pourquoi, en fait, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Et donc, en fait, c'est vraiment leur expliquer que le racisme, le sexisme, il y a une histoire. C'est-à-dire que, selon sa couleur de peau, il y a aussi une histoire de domination. C'est-à-dire, historiquement, les personnes de couleur blanche ont été mises dans une situation de domination sur les personnes de non-couleur blanche. Et donc, s'ils ne comprennent pas ça, eh ben, ils peuvent avoir des préjugés, et ces préjugés-là sont extrêmement nocifs pour l'égalité. Ce que vous avez vécu, enfant, Lilian Thuram, dans une interview au journal Le Monde, vous déclariez qu'en arrivant en région parisienne, vous vous êtes interrogé sur votre famille et que c'est là que vous avez compris que vous étiez noir. Un déclic de cette prise de conscience individuelle et collective finalement dans un autre univers social. Vous avez compris que vous étiez noir. Effectivement, ça fait toujours sourire les enfants quand je raconte cette histoire-là. Et je les rassure en disant, attendez, j'avais le miroir à la maison, mais comme je suis né aux Antilles, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des enfants, nous avions la même couleur, donc on ne se regardait pas à travers la couleur. Effectivement, j'arrive en 1981 dans la région parisienne, et en fait, je vois que les enfants me regardent différemment. En fait, je perds mon prénom, je deviens le noir. Et à l'époque, il y avait un dessin animé où il y avait deux vaches, une vache très très stupide, qui s'appelait la Noiraude, et une vache blanche très intelligente. Et certains de mes camarades m'appelaient le nom de la Noiraude, et j'étais extrêmement triste. Et surtout, j'étais démuni, je ne comprenais pas. Donc j'ai demandé à ma mère pourquoi en fait
certains enfants avaient un regard négatif sur ma couleur. Elle m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit, tu sais, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis questionné à savoir, en fait, pourquoi il y avait ce regard négatif sur moi. Et en grandissant, j'ai compris que c'était lié à l'histoire, notamment à l'histoire de l'esclavage, où on a construit l'infériorité des personnes de couleur noire pour mieux les exploiter. Je dis bien qu'on a construit. C'est-à-dire que l'esclavage, il faut expliquer aux enfants que ce n'est pas une confrontation entre noir et blanc. Non, c'est un système économique. On a besoin d'exploiter des gens, donc on construit leur infériorité. Et donc voilà pourquoi, en règle générale, certaines personnes de couleur blanche se pensent supérieures parce qu'en fait, ils ont été nourris depuis des siècles et des siècles avec cette histoire-là. Vous pointez également, dans cette interview du Monde, quelque chose d'assez important sur le volontarisme politique. Vous dites, et c'est essentiel aujourd'hui pour comprendre l'action politique, l'action y compris de votre fondation Lilian Thuram. Sur la question du racisme et des discriminations, il manque quelqu'un de courageux, un discours clair sur ce que sera la France dans 30 ans. Cette question du volontarisme politique, ce désir d'interpeller la société en mouvement sur ces questions de racisme, de discrimination, vous considérez aujourd'hui que en France, ce n'est pas assez mis sur le devant de la scène, il n'y a pas d'hommes politiques suffisamment forts pour prendre à bras-le-corps ces sujets ? Effectivement, il n'y a pas d'hommes et de femmes politiques qui met ce discours comme une priorité. Encore une fois, il faut comprendre que le racisme, les discriminations, c'est avant tout des volontés politiques. Comme je vous ai dit, l'esclavage, c'est une volonté politique, c'est une construction politique. Le sexisme, c'est exactement la même chose. C'est pour cela qu'il faut dire aux enfants, intéressez-vous le plus rapidement possible aux inégalités. Parce que lorsque vous allez grandir, vous allez construire la société en donnant une direction politique. C'est-à-dire que à partir du moment où on donne le droit de vote aux femmes, vous voyez bien que c'est une avancée politique. Dernièrement, nous avons la chance, depuis très peu, de vivre dans un pays où les personnes homosexuelles peuvent se marier. C'est une avancée politique. Et donc, voilà pourquoi il faut vraiment comprendre que nous pouvons changer nos sociétés par une réflexion politique et des décisions politiques. Et je dirais même, je pourrais même aller plus loin. Lorsqu'on parle de discrimination, il faut aussi questionner la politique internationale. C'est-à-dire, effectivement, lorsque vous regardez la période de l'esclavage qui me paraît très intéressante, vous voyez que c'est un rapport de domination entre continents. Et aujourd'hui encore, je pense que nous devons être attentifs à construire l'égalité, pas simplement pour nous, aussi pour tous les habitants de cette terre. C'est-à-dire qu'il est anormal que certains profitent plus de toutes les matières premières qui existent dans le monde. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, sur ce triptyque républicain, vous considérez que la notion d'égalité, elle n'est pas réelle, l'égalité des chances, l'égalité réelle? Tout d'abord, liberté, égalité, fraternité, c'est une aspiration, c'est une volonté de construire ces principes. Et ce sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'il faut dire aux enfants, l'égalité, c'est quelque chose qui se gagne et qui se construit. Dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura d'autres formes d'inégalité qu'il faudra dénoncer et il faudra défendre l'égalité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf en disant, voilà, il y aura toujours l'égalité. Non, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, lorsqu'on parle de discrimination, qui profitent des discriminations. Et ceux qui profitent des discriminations vont vouloir garder leur avantage. Lorsqu'on parle des discriminations entre les hommes et les femmes, les hommes vont vouloir rester dans une certaine domination. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes dans une domination, eh ben, ceux qui font plus de corvées, ça va être les femmes. Ceux qui vont avoir les meilleurs postes, ça va être les hommes. Donc vous voyez qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que les discriminations, il y a des gens qui tirent avantage. Oui, d'ailleurs, il y a une différence de traitement de salaire entre les hommes et les femmes. En France, oui. C'est réel. Exact. C'est pas une vue de l'esprit. On retrouve tout ce que vous nous dites, cet esprit dans l'ouvrage Manifeste pour l'égalité, votre ouvrage, l'altérité comme vecteur d'égalité, Lilian Thuram. Cela veut dire qu'on se construit avec l'autre, avec le regard de l'autre, par l'autre aussi. Effectivement, on ne se construit pas tout seul, on se construit aussi
dans le regard de l'autre. Mais je pense qu'il faut se questionner sur soi. Quels sont mes propres préjugés? Et il ne faut pas avoir peur, parce que chacun de nous, nous avons des préjugés. Obligatoirement, lorsque vous êtes une personne de couleur blanche, la société vous a mis des préjugés sur les personnes de couleur noire ou d'autres couleurs. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se confronter à ça pour pouvoir les dépasser. Lorsque vous êtes, comme moi, un petit garçon noir, la société vous a mis des préjugés sur les personnes de couleur blanche. Et donc, il faut se confronter à ça pour pouvoir les dépasser. Est-ce que la rencontre avec Aimé Césaire, immense poète parlementaire, a été déterminante pour vous sur ces questions-là? Ben effectivement, Aimé Césaire fait partie de ces personnes qui sont, je dirais, plus qu'importantes pour moi, qui m'ont appris à comprendre la société dans laquelle je vivais. Donc j'ai pu le rencontrer à travers des livres, avant. Après, je l'ai rencontré plusieurs fois physiquement. Et effectivement, c'est quelqu'un qui m'inspire. J'ai eu la chance d'aller à son enterrement. Et j'ai pu lui dire, qu'il parte tranquillement parce qu'il a éduqué des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes vont continuer le travail pour l'égalité. Et encore une fois, parfois, ça fait peur parce que dénoncer les inégalités, c'est demander aux gens de changer leurs habitudes. C'est ça qui est dangereux parce qu'en fait, nous parlons d'habitudes liées au passé. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de Rosa Parks, qui, à un moment donné, dans le bus, dit non, je ne laisse pas ma place, mais tout le monde dit, mais pourquoi tu ne laisses pas ta place? On a toujours fait comme ça. Et les personnes de couleur blanche se disent, mais attendez, non, tu dois laisser ta place. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués. Et jusqu'au moment où on change d'habitude, et après en regardant dans le passé en disant, mais comment ils pouvaient vivre comme ça? C'est n'importe quoi. Rosa Parks dans les années 60 aux États-Unis. Exactement. Symbole d'une certaine forme de résistance essentielle. Même. Mais c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants. Résister contre les inégalités. Je voudrais que l'on regarde un petit peu dans le rétro, Lilian Thuram, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1998. La victoire de la France, de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, fait naître un slogan, une expression, Black, blanc, beurre. Cette idée d'une France multiculturelle. 4 ans plus tard, le FN, nous sommes en 2002, et le FN est au second tour de l'élection présidentielle pour la première fois de l'histoire. Était-ce juste un slogan que vous avez vécu de l'intérieur ou une réalité à ce moment-là? 98, Black Blanc Beurre, 4 ans plus tard, ce n'est rien 4 ans, hein, c'est une virgule dans le temps. Lilian Thuram, le Front National est au second tour de l'élection présidentielle. Bon, tout d'abord, moi j'ai toujours été perplexe sur ce slogan. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvrait que la France était composée de personnes blanches, de personnes de couleur noire, des personnes d'origine du Maghreb. Et ça me dérangeait. Mais en même temps, c'était une bonne chose. Parce que tout d'un coup, on mettait ça sur la place publique. C'était partagé par tout le monde. Après, ça ne veut pas dire que le racisme va s'arrêter. Parce que tout d'un coup, tout le monde est heureux parce qu'on a gagné une Coupe du Monde. Parce qu'en fait, dans la victoire, on se retrouve. Mais c'est dans les difficultés qu'on doit se retrouver. Et ça, c'est plus difficile. Donc, effectivement, ça a été un choc pour tout le monde. Parce que la réalité est que vous pouvez jouer au foot, mais pas faire autre chose. C'est ça la réalité. Et nous sommes encore dans cette problématique. C'est-à-dire que certaines personnes ont du mal à concevoir l'histoire de France. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'on leur raconte mal l'histoire de France. C'est-à-dire que moi, je suis antillais. Pour beaucoup de personnes, l'histoire de l'esclavage n'est pas une histoire de France. Oui. Et pourtant, oui, pendant plusieurs siècles, la France a mis en esclavage des hommes et des femmes. Ça s'est arrêté en 1848. Mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a un fil qu'on doit tirer pour comprendre cette histoire-là. Et je pense que lorsqu'on comprendra que la colonisation, c'est une histoire de France. Oui, c'est le fil de la mémoire, c'est le récit oui, bien sûr, de la mais France, pour l'instant, ce n'est pas un récit partagé, par tout le monde. Et le jour où on va partager ce récit, ça va apaiser les choses et on va se regarder différemment et plus intelligemment.
Évoquant le football, il nous reste quelques minutes, Lilian Thuram. Dans le roman graphique Notre histoire aux éditions Delcourt, Mirage, la bande dessinée, avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, vous évoquez le football, je l'ai dit. Direz-vous comme Albert Camus, un auteur qu'on aime bien, Albert Camus, ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Je dirais que le football est une métaphore de la vie. Très souvent, on a tendance à regarder le football pas assez intelligemment. Et je pense que lorsque vous vous attardez, vous apprenez énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses, c'est-à-dire le dépassement de soi, le don de soi, le fait de travailler ensemble, d'avoir un objectif commun. Et c'est ce qui manque dans la société. C'est-à-dire accepter l'autre comme il est, mais que ce soit une force. Mais très souvent, dans la société, les gens voudraient que les autres soient à leur disposition. Mais ça ne peut pas marcher. Donc on pourrait parler pendant des heures du football, parce qu'encore une fois, je vous ai dit que je pense que les enfants devraient être éduqués dans le sens sportif, c'est-à-dire essayer de développer en eux une très grande estime d'eux-mêmes et se dire il n'y a pas de limite. Et nous devons aussi nous dire ça en tant que pays. Ça veut dire réunir nos forces, être intelligents, apprendre à se connaître pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour vous connaître davantage, Lilian Thuram, il y a le livre « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama aux éditions Le Livre Équitable. Vous racontez les personnalités de votre panthéon, mais avant tout, vous racontez en creux votre histoire. Vous racontez. Le combat continue, c'est un combat de tous les instants, ce combat contre les discriminations, contre le racisme. Il y a votre fondation, il y a vos livres. C'est du quotidien aujourd'hui, c'est votre réalité quotidienne. Oui, effectivement, aujourd'hui, je me balade un peu partout, en France ou à l'étranger, pour essayer de questionner les gens, questionner la société. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'effectivement, nous sommes conditionnés dans un sens. Pourquoi refuser, par exemple, l'égalité pour les personnes homosexuelles? Mais c'est dû à notre culture, c'est dû au conditionnement religieux. Et quand je fais noter ça aux enfants, mais ils sont surpris en disant « Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte ». Et ça, c'est très important de dire, voilà, ayons le courage de déconstruire notre culture et essayons de regarder pourquoi on refuse l'égalité à certaines personnes. Et nous disions au début d'entretien, en début de conversation, qu'il manquait un homme avec un cap, un homme ou une femme politique, avec un cap sur ces questions-là. Il y a quelques années, Nicolas Sarkozy, paraît-il, vous avez proposé d'entrer en politique. Est-ce que c'est envisageable pour vous ? Ben écoutez, tout d'abord, je ne partageais pas les mêmes idées politiques. On le devine. Monsieur. Et vous l'aviez dit à l'époque. Exact. Mais vous savez, quand vous êtes au sein d'une fondation, c'est de la politique. Lorsque vous êtes journaliste, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer aux gens que chaque acte est politique. Voilà pourquoi il faut dire aux enfants, soyez conscients que vous pouvez construire l'égalité. Donc pas de ministre. C'est jamais, enfin, en non, tout cas, merci. Je vais vous demander, il nous reste quelques secondes, je vais vous demander, Lilian Thuram, de commenter une carte. Ben, effectivement, cette carte perturbe beaucoup les enfants parce qu'ils vous disent mais c'est pas la bonne carte, elle est à l'envers. Et je leur dis, voilà, est-ce que vous avez déjà vu un ballon de foot? Est-ce que vous pensez qu'un ballon de foot, on peut dire que ce ballon est à l'envers? Ils me disent non. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que le ballon est rond. Je dis, mais la Terre, elle est ronde. Et là, il y a un silence. Je dis, mais attendez, si la Terre est ronde, on pourrait la regarder dans n'importe quelle direction. Et ils finissent par comprendre que, effectivement, à force d'être conditionnés de regarder une chose dans la même direction, on oublie qu'il y a plusieurs points de vue. En fait, c'est ça le problème du racisme. C'est ça le problème du racisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont persuadées que les choses sont immuables. Et c'est comme ça. Et voilà pourquoi il faut enrichir les connaissances des enfants. Et en enrichissant les connaissances, les enfants comprennent que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc cette carte, elle est juste magnifique. Merci beaucoup, Lilian Thuram, d'avoir accepté notre invitation. Ben, écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Retour pour notre décryptage culturel en compagnie de Marcel Petriccioli et de Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Marcel, nous allons débuter avec vous et une bande dessinée hors jeu de Mathieu Chiara. Bande dessinée un petit peu originale parce que c'est pas du tout la posture condescendante et facile qu'on pourrait attendre d'une BD sur le foot. C'est une variation très maligne sur justement la nature de ce sport. Et l'auteur va laisser libre cours à son imagination. Ça va donner un album humoristique et j'y tiens métaphysique.
Retenez bien. Métaphysique. Métaphysique, il a dit. oui, oui. Retenez Avec bien le ces foot, termes. oui, ça Voilà. paraît peu... Il y a de l'humour, il y a de l'espièglerie, il va nous entraîner dans un récit à tiroir. Les personnages, les situations vont se croiser, tout ça avec une très grande maîtrise. Vous allez voir comment un simple match de foot peut émaner des réflexions philosophiques et des comportements sociétaux. Par exemple, on va voir des enfants inventifs pour qui le foot est une aventure fantastique, classique. Des femmes à l'érudition insupportable sur le ballon rond. Ça va y être dans le bouquin aussi. Des stars du foot qui, en plein match, vont décider de devenir archéologues. Un autre complètement blasé. Des femmes adultères, une dénommée Julie, dont le mari est speaker, mais qui n'est pas dupe. Il sait qu'il est trompé. Et qu'est-ce qu'il va faire entonner aux ultras en plein match? Julie est une... Ah, d'accord. Voilà. Tout ça est dans le texte, Tout ça évidemment, est dans de la le bande texte. dessinée. Donc vous avez compris, tout y passe dans cette BD. Sexe, pognon, médias, psychologie, situation loufoque, dialogue absolument cocasse et très très fin, très subtil. Ça répond à plusieurs questions, et notamment une: doit-on succomber au plaisir furtif du football? Doit-on tout oublier? Doit-on s'oublier ou au contraire se questionner pendant un match de foot? Et voici ce que dit un joueur, justement. C'est étrange. J'ai lamentablement raté ce tir et pourtant, je n'en ai absolument rien à foutre. Et tout ça, c'est dans la Et bande tout ça, dessinée. c'est dans la bande Orgeuil dessinée. de Mathieu Chiar. Alors, questionner la société, c'est ce que nous avons fait avec Lilian Thuram dans l'interview. Nous avons parlé de football, nous avons parlé de racisme, nous avons parlé de xénophobie, de rejet de l'autre. On trouve tout ça dans I'm Not Your Negro de Raoul Peck. Oui, alors, cher Philippe, cher Marcel, cher Lilian, bon, qui est en face de moi. Oui, ce choix est pour vous, vous trois, parce que I Am Not Your Negro, c'est déjà, alors je ne suis pas votre nègre, traduisant, qui a été diffusé sur Arte, qui est disponible un peu sur différentes Vidéo à la demande. vidéos à la demande, et puis qui a eu une sortie salle, c'est intéressant de le dire. Il y a tout dedans, c'est la lutte des Noirs. Alors, vous allez dire, la lutte, les droits civiques, les années 60-70. Qu'est-ce qui peut être original de faire un documentaire sur ce thème-là, même s'il faut encore le faire? Tout simplement, Raoul Peck s'intéresse à une figure qui s'appelle tout simplement, alors pas Alec Baldwin évidemment, mais James Baldwin, immense écrivain, dont on redécouvre les textes grâce à ce documentaire, puisque c'est tiré d'un texte inédit. Et à travers trois personnages des années 60-70, alors vous avez Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King, trois traumatismes quand même pour la communauté noire, parce que trois assassinats, il faut le rappeler quand même. À travers ces trois personnages, c'est un portrait de l'Amérique blanche et du rejet de l'autre, et donc au niveau des droits civiques. C'est ça qui est intéressant, c'est indispensable. Ça montre une certaine réalité, ce fameux mythe de l'Amérique blanche qui rejette un peu les autres, et surtout en l'occurrence la communauté noire. C'est militant, c'est plein de colère, et puis ce qui est génial, c'est la passerelle avec l'Amérique actuelle. Et ça sort alors que ça a été préparé alors que Obama était président, et où les tensions n'ont jamais été aussi fortes, il faut quand même le souligner. Donc c'est vraiment un documentaire sur l'identité de l'Amérique, à voir avec un travail de montage, image inédite. Eddie, la voix, c'est raconté par alors Samuel L. Jackson en version originale ou Joe Starr, chacun fera son choix, mais ça marche bien avec Joe Starr dans la version française. Mais il faut regarder la version originale, I'm Not Your Negro de Raoul Peck. Passons au foot, à la politique, à l'Algérie. Un maillot pour l'Algérie, aux éditions Dupuis. Il est beaucoup question de politique dans cette BD. Ça raconte tout simplement l'histoire de ces footballeurs algériens qui évoluaient dans le championnat de France et qui, à la veille de la Coupe du Monde en Suède, alors qu'ils étaient internationaux français, décident de tout quitter, de quitter la famille, de quitter une situation confortable pour aller jouer pour l'équipe d'Algérie. Tout ça, c'est sous l'égide du FNL, bien sûr, pour avoir justement un outil, une vision médiatique de leur indépendance. Donc pendant 4 ans, de 58 à 62, alors que la FIFA ne les reconnaît absolument pas, ils vont tourner, pas partout dans le monde, c'est là où la géopolitique intervient, ils vont tourner en Afrique, ils vont tourner dans les pays de l'Est, pas du tout en Europe de l'Ouest, ils vont livrer plus de 80 matchs, et c'est cette histoire, cette aventure humaine que nous raconte cette BD, c'est absolument passionnant, parce qu'en dehors de la fraternité, de tout ce qui est entre ces hommes, c'est vraiment tout ce contexte géopolitique, l'expansion du communisme, la décolonisation. Il y a tout ça dans cette bande dessinée. Franchement. Un maillot pour les auteurs. Chris, Gallic et Ray. Chris, Gallic et Ray. Redemption Song, avec vous également. Alors il ne s'agit pas de moi, Redemption.
C'est le titre de Bob Marley, quoique. Et c'est produit par Spike Lee. Alors, vous savez que Spike Lee, des fois, j'ai un peu de gêne avec lui parce que c'est trop, à mon sens. Mais là, pour une fois, c'est très intéressant. On peut tomber sur différentes plateformes et voir ce documentaire. Alors, en VO, mais bon, on fait un petit effort. C'est l'histoire en 71 d'une équipe de foot. Nos choix se rejoignent, finalement. On travaille évidemment bien ensemble. Ça se passe à l'université d'Howard. On l'appelle d'ailleurs la Black Harvard. Et c'est une équipe de football composée d'Afro-Américains. Ils gagnent le titre de championnat universitaire de foot. Je précise, pas foot américain. Mais le titre leur est retiré. Alors, pour des raisons floues et évidemment racistes, bien entendu, on est en 71. Mais ils remportent 3 ans après encore le titre. Et c'est une vraie leçon à la fois de courage, de ténacité que nous montre Spike Lee, et puis il nous montre encore un portrait de l'Amérique pas très reluisant, puisque forcément, là, on comprend bien le racisme pesant, mais surtout la ténacité, le courage et se battre, ce que disait Lilian Thuram. Et on peut également le voir sur des plateformes de téléchargement, mais évidemment Légal. Légal. Merci à vous deux, hors-jeu, de Mathieu Cara et un maillot pour l'Algérie, de Chris Rossessalik, ce sont les choix, de Marcel Petrichol, notre critique littéraire et libraire, un Not Your Negro de Raoul Peck et Redemption Song, produit par Spike Lee, ce sont les choix de notre historien et cinéphile Xavier Affre. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, ça se passe forcément pendant le 20h. Thank you.